L'honorable député de Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis vraiment satisfaite de pouvoir parler, encore une fois, au Parlement de la mission de combat qu'on mène présentement en Irak. Je crois que c'est un élément particulièrement important de notre époque et c'est pour moi très important de pouvoir en débattre ici. Donc, je remercie le gouvernement d'avoir déposé la motion pour qu'on puisse parler de cette prolongation de mission-là. C'est important de pouvoir en débattre et au moins ils ont le respect de faire en sorte qu'on puisse en débattre. Maintenant, malheureusement, il y a plusieurs aspects de cette mission-là qui n'ont pas été corrigés au fil du temps. On est toujours avec une absence d'un plan précis et d'objectifs précis qui définissent la mission. D'ailleurs, le député d'Outremont a posé nombre de questions au précédent premier ministre et il était incapable de fournir des réponses de base à ces questions, par exemple sur les coûts de la mission, la durée. Et malheureusement, plusieurs questions de base restent totalement sans réponse. On n'a toujours aucune idée de l'évolution des coûts. On ne sait toujours pas comment la transformation de la mission va avoir des impacts au niveau des coûts. On ne sait toujours pas quelle va être la durée de la mission. On parle de redébattre dans 2 ans pour la prolongation. Donc, on nage dans l'inconnu et on ne sait absolument pas combien de temps on s'engage encore une fois, ce qui est extrêmement dommage. Malheureusement, cette absence d'objectifs-là tend, selon moi, à faire en sorte qu'on risque de s'enliser encore une fois dans une mission où est-ce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Peut-être que c'est parce que la mission n'est pas sous l'égide ni de l'ONU ni de l'OTAN et c'est pour ça qu'on n'est pas capable de définir un plan précis parce qu'il n'y a personne qui a la responsabilité d'évaluer si la mission est un succès ou pas. Donc, on s'enlise sans plan précis. On a le plan de retrait qui est totalement absent. On sait qu'on risque d'en rediscuter dans 2 ans, ce qui, à mon avis, montre le manque de sérieux par rapport à une mission militaire de ce type. De plus, nos ressources serviront à entraîner, à munir en armement des milices kurdes. Donc, on n'a aucune idée, il n'y a aucun plan d'établi, à savoir que si on n'est pas en train d'armer des gens qui, éventuellement, dans plusieurs années, vont se retourner et devenir des nouveaux ennemis. On a malheureusement tendance à faire ça au Moyen-Orient. On focus beaucoup sur un groupe terroriste et on oublie, en quelque sorte, un peu plus les autres groupes terroristes et malheureusement, on voit une rotation, si on peut dire, des groupes terroristes qui circulent. On a, entre autres, intervenu en Libye, où est-ce qu'on a armé des rebelles. Et malheureusement, certains se sont tournés vers l'État islamique par la suite. Donc, on n'a pas non plus de plan global pour le Moyen-Orient pour éviter que ce soit juste une rotation des différents groupes terroristes qui prennent le contrôle de la zone et que, dans le fond, on finisse par vraiment amener une stabilité au Moyen-Orient. En Irak, malheureusement, on est en train de répéter des mesures inefficaces qui s'étaient passées en Afghanistan. Ça devait, au départ, en Afghanistan, être une mission restreinte de courte durée et ça a été malheureusement le théâtre d'opération où est-ce qu'il y a eu le plus de militaires déployés, la mission la plus longue, plus de 40 000 vétérans, 160 morts, des milliers de blessés, des milliers d'autres qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique. Et encore là, c'est un impact majeur. Ici aussi, on ne voit pas qu'il y a eu un ajustement, par exemple, de l'effectif médical. On n'a pas prévu qu'il pourrait avoir des vétérans blessés, soit au niveau physique, psychologique. On n'a pas prévu d'augmentation, d'ajustement des effectifs médicaux au niveau de nos forces armées canadiennes pour pallier aux blessures éventuelles. Donc, on voit on décide, si on peut dire, de l'orientation de la mission et des impacts au fur et à mesure qu'elle avance.
qui, selon moi, n'est pas du tout un plan précis et des objectifs précis. Maintenant, les promesses libérales, lors de la campagne, ils nous disaient qu'ils mettraient fin à la mission de combat en Irak. Mais malheureusement, on forme des gens qui se retrouvent pour la formation vraiment sur la ligne de front avec des soldats combattants. Donc, on ne peut pas dire que c'est simplement une mission de formation. On n'a pas ici des soldats irakiens qui sont dans une classe et qui reçoivent la formation théorique par des soldats canadiens. On a ici des soldats canadiens qui accompagnent directement sur la ligne de front les soldats irakiens qui sont menacés, qui subissent des tirs ennemis. D'ailleurs, malheureusement, on peut regretter la mort du sergent Doiron. Je tiens encore une fois à offrir mes condoléances à la famille, mais c'est un exemple précis où est-ce que on se doit d'avouer que la formation, comme on l'a fait, n'est pas qu'une simple formation banale. C'est une situation où est-ce que nos soldats sont en situation de combat et qui risquent leur vie. Donc, je pense que c'est important d'appeler un chat, et quand on est à la ligne de front, on est en mission de combat. Et je pense que, en tant qu'ancienne militaire, si j'aurais participé à une mission de ce type-là et que le gouvernement en face me dirait « Non, c'est pas une mission de combat à laquelle tu as participé », je serais probablement insultée en me faisant dire « Je me suis fait tirer dessus, il y avait des gens qui me tiraient autour et tu viens de me dire que non, ce n'est pas une mission de combat », je serais probablement profondément insultée du risque que j'ai subi pour ma vie et qu'après ça, on me dise que non, ce n'était pas une mission de combat. Donc, appelons un chat, c'est une mission de combat et c'est pas vrai qu'on fait de la formation dans une classe. C'est vraiment des soldats qui accompagnent les gens à la ligne de front. Il y a des vrais risques et je remercie les soldats qui sont prêts à faire ce travail-là, mais je crois que on a le devoir d'être honnête avec les Canadiens et de leur dire qu'est-ce qu'il y en est exactement avec la mission à laquelle on mène. Je pense qu'il faut aussi accompagner cette mission-là de plusieurs mesures importantes, notamment tout ce qui est le travail au niveau de la déradicalisation. C'est primordial de faire en sorte que nos soldats ne combattent pas éternellement. D'ailleurs, il y a eu une énorme confusion au début de la mission. Au départ, quand les conservateurs avaient mis la mission en place, on parlait d'éradiquer l'État islamique. Après ça, on a parlé de les ralentir. Après ça, on a parlé de les nuire. Déjà, ça aussi, c'est une confusion. Mais je pense que les meilleurs moyens pour mettre fin, si on peut dire, à toute cette situation-là, c'est d'empêcher la radicalisation des gens à travers le monde, mais particulièrement des Canadiens, d'empêcher l'afflux de combattants et de aussi discuter sérieusement avec certains pays qui ont tendance à propager des idéologies extrémistes qui nuisent profondément à la stabilité dans cette zone-là. Donc, il faut faire mieux. Beaucoup au niveau de la déradicalisation, il faut faire en sorte qu'on soit capable de parler intelligemment de ces situations-là. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de combattants qui se joignent. Il y a énormément de mesures qu'on peut faire par le biais de l'informatique pour tracer ces gens-là, les empêcher de se joindre, les attraper juste à temps pour permettre que le processus de radicalisation prenne une fin. Il faut aussi, au niveau de l'armement, avoir un système de traçabilité où est-ce qu'on est certain que les armes que le Canada vend ne se retrouvent pas par la suite, par des moyens détournés, dans les mains des terroristes qu'on tente de combattre. Ça, c'est une autre mesure qui est extrêmement importante. Il faut faire en sorte de manière générale, de créer un climat de stabilité au Moyen-Orient. Et pour ça, il faut avoir une vision globale. Il faut être capable de penser avec
avec nos alliés de ce qui se passe dans sa globalité, de ne pas faire en sorte de voir à court terme et de se battre seulement à court terme. Donc, il y a énormément à faire et je ne crois pas que la mission, dans l'heure actuelle, est une façon intelligente d'aborder le sujet et on n'aide pas à résoudre le conflit dans la manière qu'on veut le faire actuellement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais prendre les questions avec attention. Questions et commentaires. L'honorable député de Laval-les-Îles. Merci, Monsieur le Président, et je remercie mon collègue pour l'explication. Ma collègue apprécie, et elle a dit à plusieurs reprises qu'il n'y a pas un plan précis ni un objectif précis pour la mission canadienne en Irak. Monsieur le Président, je me demande, former une armée cette armée sera capable d'agir adéquatement sur le plan des théâtres et commence à gagner village après village et province après province, comme on est en train de voir ce qui déroule maintenant exactement en Irak. Aider l'armée irakienne en matière d'intelligence et donner les informations nécessaires pour les avions, pour que ces avions-là attaquent les positions des ISIS. Si ça, ce n'est pas un plan précis et un objectif précis, est-ce qu'elle peut nous expliquer c'est quoi le plan précis, ma collègue, et c'est quoi l'objectif précis? Merci. L'honorable député de Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Lorsqu'on parle d'objectifs précis, de manière générale, peu importe le sujet, on parle d'objectifs qui sont évaluables. Lorsqu'on utilise des termes « aider », c'est des termes très vagues qui ne sont pas évaluables. Si on parle, par exemple, de reconquérir des villages, il faut avoir, par exemple, le nom des villages, le temps, le délai en temps. Donc, si l'objectif, c'est de reconquérir tel village d'ici telle date, là, on a un objectif précis. On sait où est-ce qu'on s'en va et on est capable d'évaluer si oui ou non on réussit à atteindre nos objectifs. Donc, si on parle de réduire, par exemple, les effectifs de l'État islamique, si on a un nombre précis, si on dit on veut réduire leurs troupes on veut qu'il y ait, par exemple, 10 000 combattants de moins d'ici telle date, on a un objectif précis, on est capable de l'évaluer. Mais dans ce cas-ci, dans toute la mission, il n'y a aucun objectif précis, évaluable, où est-ce qu'on est capable de déterminer précisément si oui ou non on accomplit nos objectifs et si oui ou non on a besoin de réorienter nos actions sur le terrain ou, au contraire, si la situation va bien ou si on peut même se doter d'objectifs plus grands. Mais à ce cas-ci, dans tous les objectifs qui ont été nommés par le député, à chaque fois, il manque la partie où est-ce qu'on est capable d'évaluer. Questions et commentaires. L'honorable député, the honourable member for Sarnia-Lambton. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier la députée de son discours. J'aimerais discuter de son idée selon laquelle on ne devrait pas avoir une mission de combat, qu'on ne devrait pas prendre d'action militaire. Si on ne prend pas de mesures pour l'instant et que nous sommes ciblés, quand croit-elle que des mesures devraient prendre lorsque l'État islamique arrivera à nos portes pour couper les têtes de nos enfants et la tuer et la violer? Le député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis un peu dégoûtée par la question de ma collègue. C'est un langage assez particulier, mais bon, je vais quand même répondre. À partir du moment où est-ce qu'on aurait des objectifs très précis, où est-ce qu'on aurait vraiment un détail, un plan très précis d'une mission militaire, où est-ce qu'on sait exactement où est-ce qu'on s'en va, qui répond soit à l'OTAN ou l'ONU. Je pense que l'opposition néo-démocrate pourrait sérieusement étudier la question et revisiter. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas de plan précis, on n'a pas d'objectif précis, on n'est ni sous l'ONU ni sous l'OTAN. Donc, je pense et on n'a pas de plan pour la stabilité au Moyen-Orient à long terme. Donc, on ne sait pas si présentement la mission qu'on va faire en sorte qu'on va, au final, avantager un autre groupe terroriste qui est ennemi de l'ISIS et que dans quelques années, ça va être un autre groupe terroriste qui va simplement émerger de la situation. Donc, on n'a
aucune idée de où est-ce qu'on s'en va à long terme au niveau de la stabilité au Moyen-Orient. À partir de ce moment-là, je crois que ce n'est pas raisonnable d'avoir une mission de combat et qu'on doit se concentrer sur l'afflux d'argent, éliminer l'afflux d'argent dans les mains des terroristes, faire en sorte qu'on déradicalise nos jeunes et qu'on n'emmène pas de nouveaux combattants, apporter de l'aide humanitaire. On peut aussi apporter de l'aide médicale par le biais de nos forces armées canadiennes et on peut, oui, peut-être former les soldats, mais pas sur la ligne de front, mais d'une manière beaucoup plus générale où est-ce que leur vie n'est pas en danger. Bravo. Merci. Reprise du débat. Resuming debate. The honourable member for Guelph. Le député de Guelph.